Trump veut un crash des marchés et le Bitcoin pourrait bien en payer le prix. Entre la menace grandissante d'une récession et un contexte économique incertain, une question se pose. Sommes-nous à la veille d'un bear market ou devant une opportunité exceptionnelle pour le marché des crypto-monnaies? Dans cette vidéo, on va décrypter ensemble pourquoi Trump pousse les marchés vers un crash, comprendre ce que ça implique vraiment pour les crypto-monnaies et surtout s'il reste de l'espoir pour la suite de notre cycle. Bon retour sur ma chaîne où je vous apprends comment construire une fortune grâce à la crypto-monnaie. Si le sujet de la vidéo d'aujourd'hui vous plaît, n'hésitez pas à la liker pour soutenir mon travail et à vous abonner. On est en route pour les 50 000 reach sur la chaîne, alors un grand merci à vous pour tout votre soutien. On se retrouve devant le sommaire de la vidéo. En première partie, nous allons décrypter le plan de Donald Trump. Dans la deuxième partie, je vais répondre à la question quel est le risque d'une récession? Et avec toutes ces informations, je répondrai à la question si on est plutôt sur une fin de cycle ou si c'est une opportunité. La première illustration qui fait sens pour comprendre quel est le plan de Donald Trump, c'est celle qui nous donne les informations qui concernent la dette des États-Unis. Alors cette illustration nous montre que les États-Unis ont plus de 36 000 milliards de dettes et qu'actuellement le gouvernement de Donald Trump a un déficit budgétaire de 2000 milliards de dollars. Alors dit comme ça, ce ne sont que des chiffres, mais le casse-tête de Donald Trump, c'est qu'il va devoir rembourser 7000 milliards de dettes américaines qui arrivent à échéance en 2025. Et le problème, c'est qu'une grande partie de cette dette est de courte durée. Cela signifie que le gouvernement américain devra soit rembourser cette dette, soit la refinancer en émettant de nouveaux bons du trésor. Et on parle donc d'un refinancement rapide. Alors cela consiste en quoi d'émettre de nouveaux bons du trésor? C'est la création, c'est l'émission de nouvelles obligations. Et le problème majeur ici, c'est que le gouvernement américain va devoir émettre une quantité massive de nouvelles obligations pour refinancer cette dette. Et cela pourrait poser un problème majeur si le marché n'est pas prêt à acheter autant de nouvelles obligations. Et le problème finalement pour Donald Trump, c'est que les taux d'intérêt aujourd'hui sont très élevés. On parle d'un peu plus de 4%. Pourquoi c'est un problème d'avoir des taux élevés? C'est que le coût du refinancement ensuite va devenir très lourd. Donc si on résume simplement le problème majeur aujourd'hui de Donald Trump, les États-Unis doivent refinancer une dette américaine qui arrive à maturité en 2025. On parle de 7000 milliards de dollars, en plus d'un déficit budgétaire de 2000 milliards de dollars. Si les taux restent tels quels, c'est-à-dire élevés, le coût du refinancement sera très lourd. Donc si le marché n'arrive pas à absorber cette dette facilement, cela peut provoquer une hausse des rendements obligataires, donc un ralentissement économique et potentiellement une crise financière. C'est d'ailleurs un gros défi économique que les marchés surveillent de près. Alors quel est le plan de Donald Trump pour pallier à ce problème? C'est tout simplement de faire paniquer tous les marchés avec la guerre tarifaire qu'il a lancée contre de nombreux pays. Cette guerre tarifaire, elle a qu'un seul objectif, faire paniquer les investisseurs pour les faire sortir des marchés qui sont risqués, notamment celui des actions, dans le but de leur faire acheter des obligations d'État qui sont considérées comme l'un des investissements les plus sûrs en période de trouble. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'en période d'incertitude, on quitte les marchés qui sont risqués, les actions et les crypto-monnaies, pour se positionner sur les actifs qui sont considérés comme les moins risqués, c'est-à-dire les plus sûrs, notamment le marché des obligations et le marché de l'or. Donc avec cette guerre tarifaire, le plan de Donald Trump, c'est tout simplement d'augmenter la demande pour le marché des obligations, car plus la demande est haute, plus les taux d'intérêt diminuent. Et Donald Trump est également rentré en bras de fer avec la Fed, car il souhaite une baisse des taux d'intérêt directeurs pour notamment réduire encore plus le refinancement de la dette américaine. Donc l'objectif de Donald Trump est de provoquer une baisse des marchés à court terme pour obtenir des taux plus bas et refinancer cette dette américaine. Et ce plan finalement, il est visible sur les marchés quand on compare notamment le S&P 500 et le marché des obligations américaines sur 10 ans. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que lorsque le marché des obligations est en train d'augmenter, on observe bien que les taux d'intérêt sont en train de diminuer. Ok ? Donc c'est vraiment un marché qui évolue en corrélation inverse. Okay, donc ici, c'est en train de diminuer, ici, c'est en train
de monter. Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Ici, on a une baisse des taux d'intérêt, car le marché des obligations est en train de remonter, c'est-à-dire qu'il y a une demande pour ce marché des obligations. Et on observe quoi sur le marché du S&P 500? On observe bien cette chute du marché. Donc, on a bien la confirmation que ici, les investisseurs paniquent par rapport à cette guerre tarifaire qu'a lancée Donald Trump. Et ils se réfugient où finalement? Sur le marché des obligations. Et donc, ça fait baisser les taux d'intérêt en accord avec le plan de Donald Trump de refinancer cette dette américaine à moindre coût qui arrive à maturité en 2025. C'est vraiment très important de comprendre cette psychologie de marché, notamment celle qui consiste à fuir les marchés qui sont risqués lorsqu'on est dans une période d'incertitude et notamment avec cette peur de récession avec la guerre tarifaire qu'a lancée Donald Trump. C'est d'ailleurs la première fois qu'il montre publiquement son désintérêt pour les marchés à court terme. C'est connu que lors de son dernier mandat, Donald Trump surveillait de très près les marchés et lors de plusieurs interviews, il a affirmé qu'il faut ignorer les mouvements de prix sur du court terme et se concentrer plutôt sur la croissance sur le long terme. Donc, quelles conséquences pour ce marché des crypto-monnaies avec cette peur de récession? On va le voir tout de suite dans la deuxième partie de la vidéo. Et la première illustration qui va nous intéresser, c'est notamment la corrélation qu'il existe entre le S&P 500 et le Bitcoin. D'ailleurs, le challenge de la dernière vidéo n'a pas été atteint, alors je vous le relance. Si cette vidéo atteint les 3000 likes, je vous ferai une édition spéciale sur tous les facteurs macroéconomiques qui vont nous permettre de mieux comprendre où on en est dans notre cycle. Alors si ce sujet de vidéo vous intéresse, explosez-moi la barre des likes, mais rich. Donc ici nous avons l'évolution du S&P 500 en rouge et l'évolution du Bitcoin en unité de temps journalière et depuis mars 2024, donc depuis l'année dernière. Je l'ai déjà répété plusieurs fois dans mes vidéos, donc normalement vous avez l'information, mais ça fait toujours du bien d'avoir un rappel. Le Bitcoin est un proxy du S&P 500, c'est-à-dire que lorsque le S&P 500 s'apprécie, le Bitcoin lui va s'apprécier, mais de manière beaucoup plus importante. Et lorsque le S&P 500 chute, le Bitcoin lui va également chuter de manière beaucoup plus importante en termes de pourcentage, en termes de performance. On peut remarquer ici que le Bitcoin était resté dans sa phase de consolidation pendant quasiment toute l'année 2024 avant d'accélérer à la hausse sur la fin d'année 2024. Mais le S&P 500 nous donnait déjà l'information depuis mai 2024 qu'il était toujours dans une tendance haussière prolongée et qu'on avait effectivement une décorrélation lors de l'été dernier avec le S&P 500 qui continuait à monter alors que le Bitcoin lui était toujours dans sa période de consolidation. C'est pourquoi j'avais une grande confiance que le Bitcoin allait nous faire un nouveau plus haut historique. Maintenant, ce qu'on peut remarquer, le S&P 500 a chuté et le Bitcoin a suivi. Donc aujourd'hui, il n'existe aucun scénario où le S&P 500 va continuer à chuter et le Bitcoin nous faire un nouveau plus haut historique. C'est pourquoi finalement comprendre le S&P 500, c'est comprendre le Bitcoin et le marché des crypto-monnaies pour la suite de cette année 2025. Donc on le sait, en période d'incertitude, les investisseurs quittent les marchés à risque, donc notamment le S&P 500 et le Bitcoin. Et cette période d'incertitude, on peut l'observer notamment avec les recherches sur Internet du terme récession. On a atteint un pic en juin 2022, en septembre 2022 et récemment en août 2024, et on voit que sur ce début d'année 2025, on a fait un nouveau pic de peur d'avoir cette récession. Et ces pics de peur de récession, quand on observe l'évolution du S&P 500, et ben c'est finalement là où on avait trouvé les derniers points bas lors des dernières corrections sur le S&P 500. Donc là, on est en juin 2022, ici on est en septembre 2022, et là on est en août 2024, et ce trait rouge représente la correction qu'on est en train de connaître sur le S&P 500. Donc les 3 dernières fois qu'on a atteint un pic de peur pour la récession, on a trouvé un plus bas sur le S&P 500. Donc l'objectif ici est de comprendre, est-ce que le S&P 500 en termes de probabilité a atteint son plus bas ou est-ce qu'il a encore plus de probabilité de continuer à baisser. Alors, il est clair que si on rentre en récession, nous allons avoir un crash dans tous les marchés, nous allons avoir une crise financière. Donc, observons dans un premier temps la corrélation entre le S&P 500 et l'indicateur, un des indicateurs qui nous montre lorsqu'on est rentré en période de récession. Si vous vous sentez perdu dans les marchés ou que vous n'avez toujours pas de plan bien défini pour cette année 2025, je vous invite à cliquer sur le premier lien en barre de description. Vous allez avoir l'opportunité d'échanger avec moi-même ou
ou un membre de mon équipe où nous ferons le point sur votre situation, vos objectifs et les blocages que vous rencontrez. Ces sessions d'échange sont limitées, premier arrivé, premier servi, le lien est en barre de description. Alors déjà, à partir de quel moment on peut dire qu'on est en récession? C'est quoi qui définit ce terme de récession? On dit qu'on est rentré en récession lorsqu'on observe une baisse significative de l'économie sur plusieurs mois. Il se reflète notamment dans le PIB, l'emploi, la production industrielle et les revenus. Donc ici, on va étudier la corrélation entre le S&P 500 et le marché de l'emploi aux États-Unis, notamment en analysant la demande d'allocation chômage aux États-Unis. On remarque que toutes les fois où on est rentré en récession, donc ici en rouge, c'est les périodes où on était en récession, on observe que la demande d'allocation chômage a augmenté significativement. Donc en 2001, on était en récession, de 2007 à 2009 également, et la dernière qu'on a connue, c'était la récession qui était liée au Covid-19. Donc ici, nous avons commencé à chuter sur le S&P 500, on est à peu près à moins 10%, et lors des récessions, généralement, on observe des baisses de moins 30%. Ça veut dire que si on confirme une récession, on pourrait largement encore diminuer donc sur ce marché du S&P 500, donc d'au moins 20%, et donc le Bitcoin et le marché des crypto-monnaies rentreraient officiellement en période de bear market. Mais quand on observe aujourd'hui la demande d'allocation chômage aux US, on voit que on est plutôt stable depuis l'année 2022. On n'a pas encore remarqué que cette demande augmente de manière significative. On ne peut pas prendre que cet indicateur pour affirmer ou non si on est rentré en récession, mais c'est quand même un indicateur qui est très important et qui fait partie de ceux qu'on observe pour valider une récession. Maintenant, il n'y a pas que lorsqu'on est en récession que le S&P 500 peut chuter. On observe que lors de l'année 2022, lorsque la Fed a remonté ses taux d'intérêt directeurs, on a fait une belle chute sur le S&P 500. Donc dans un contexte également de peur où on est actuellement, il est tout à fait possible que le S&P 500 puisse continuer à diminuer. Alors on va s'intéresser maintenant aux périodes où le S&P 500 a chuté hors des périodes de récession. Donc ici, on a l'évolution du S&P 500 et on a plusieurs moyennes mobiles. On a la moyenne mobile 100, 150 et 200. Et ici, on a également l'indicateur du RSI. Donc, ce qu'on observe dans les périodes où le S&P 500 a bel et bien chuté, c'est qu'on avait un RSI qui était survendu et que le S&P 500 avait traversé toutes ses moyennes mobiles très rapidement. Bon, là, c'était lors du Covid-19, mais on voit bien qu'on a eu un mouvement franc qui est venu casser toutes les moyennes mobiles. Donc, quand on s'intéresse aujourd'hui à ces moyennes mobiles et au mouvement correctif que le S&P 500 nous a fait depuis la fin du mois de février, on observe effectivement que le S&P 500 est descendu en ligne droite et a bel et bien franchi toutes ces moyennes mobiles. Donc les moyennes mobiles 100, 150 et 200. Donc déjà, c'est un premier gros signal de faiblesse. C'est pourquoi il va falloir mettre son attention donc sur les prochains jours et les prochaines semaines sur l'évolution du prix du S&P 500, puisque dans le cas du scénario haussier où finalement on a trouvé un plus bas sur le S&P 500, on veut voir le S&P 500 revenir rapidement dans ses moyennes mobiles, et donc la première ici est à 5775 $. Donc on veut voir le S&P 500 nous faire une remontée et revenir du coup plus haut que les 5800 $. Maintenant, si on a le scénario où le S&P 500 vient chercher les 5800 $ et se fait rejeter, même si on est sur un RSI qui est survendu, ce sera un signe que le S&P 500 va aller chercher plus bas. Et si le S&P 500 va chercher plus bas, le marché des crypto-monnaies et notamment le Bitcoin ira également chercher plus bas. Donc sur du court terme, on est vraiment dans un environnement d'incertitude, notamment par les mouvements de Donald Trump. Alors malgré ce scénario catastrophique qui fait peur, on a d'autres éléments macroéconomiques qui sont de notre côté pour cette année 2025. En effet, lorsqu'on s'intéresse à la corrélation entre le Bitcoin et la monnaie supply 2, c'est-à-dire la masse monétaire, on remarque que le Bitcoin a une corrélation très forte avec cette dernière. Sur les 30 derniers jours, c'est 80% de corrélation. Sur les 60 derniers, 91%. 90 derniers jours, 80%. 180 jours, 90%. Et donc sur la dernière année, en moyenne, on était à 90% de corrélation avec cette masse monétaire M2 et avec à peu près 100 jours de lag entre l'évolution de cette masse monétaire M2 et l'évolution du prix du Bitcoin. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que sur du long terme, ce qui drive un cycle finalement, c'est la liquidité dans les marchés. Et donc lorsqu'on a la liquidité qui est en train d'exploser à la hausse,
on s'attend notamment à ce que les actifs qui sont risqués montent également de manière significative. Donc en jaune ici, vous avez l'évolution de cette masse monétaire M2 et on voit qu'elle est tout proche de nous faire un nouveau plus haut historique. Et donc si le Bitcoin continue à suivre cette masse monétaire M2, on pourrait avoir un rebond haussier qui serait finalement un échec, c'est-à-dire pour revenir au-dessus de son précédent plus haut historique, avant de revenir chercher en dessous des 80 000 $ pour finir par repartir à la hausse à la fin du mois d'avril. Ce qui est en alignement avec cette période d'incertitude qu'on connaît sur du court terme. Et cette expansion de la masse monétaire M2, elle est quand même significative, puisque on a l'information que sur les 30 derniers mois, elle n'a jamais monté aussi vite. Et donc, le prochain événement macroéconomique que l'entièreté du marché attend, c'est la prochaine réunion FOMC. Je tenais également à vous rappeler, si ce n'est pas déjà fait, que le lien pour rejoindre mon canal Telegram est disponible en barre de description. Donc, je suis en train de vous tourner cette vidéo le lundi 17 mars, et donc, lorsqu'elle sera disponible sur ma chaîne, on sera le mardi, et donc, la réunion FOMC sera 24 heures après, le mercredi 19 mars précisément. Pourquoi cette réunion FOMC, elle est très importante, car nous allons avoir plus d'informations sur la baisse des taux d'intérêt directeurs. Donc sur cette réunion, on ne s'attend pas à une baisse de taux d'intérêt directeur à 99%. On a d'ailleurs l'information qu'à la prochaine réunion également, on a 72% de ne pas avoir de baisse de taux et que ce sera plutôt lors du mois de juin et précisément l'annonce le 18 juin 2025 lors de la prochaine réunion FOMC avec 58% de probabilité. Ici, ce que le marché attend finalement, c'est le discours de la Fed. S'ils ont un discours qui est rassurant, notamment en évoquant cette prochaine baisse des taux d'intérêt directeurs, on pourrait avoir une réaction positive du marché. Maintenant, le meilleur scénario pour nous, c'est si la Fed annonce la fin de cette période de politique monétaire de quantitative tightening. Et là, le marché pourrait nous faire un joli rebond. Alors, c'est quoi le quantitative tightening ou plutôt le resserrement quantitatif? C'est une politique menée donc par la Fed, mais également par d'autres banques centrales pour réduire la quantité d'argent en circulation. C'est notamment une politique monétaire qui est utilisé pour réduire l'inflation. Et donc lors de ce resserrement quantitatif, la Fed arrête d'acheter des obligations d'État. Donc si vous avez bien suivi cette vidéo, vous savez que le plan de Donald Trump, c'est notamment d'avoir de la demande pour les nouvelles obligations d'État qu'ils vont devoir émettre. C'est pourquoi si la Fed annonce qu'elle va arrêter sa politique monétaire de quantitative tightening, les marchés pourraient anticiper qu'on va rentrer plus tard dans une période de politique monétaire de quantitative easing. Le quantitative easing, c'est l'inverse du resserrement quantitatif, c'est-à-dire injecter de l'argent dans l'économie et stimuler la croissance. Donc la prochaine réunion FOMC, comme toutes les précédentes finalement, va être très importante. Et quand on regarde l'impact sur le prix du Bitcoin par rapport aux dernières réunions FOMC, on se rend compte à quel point elles influencent l'évolution du prix du Bitcoin. Donc ici, on a l'évolution du prix du Bitcoin en unité de temps 2 jours. Toutes les barres verticales représentent les réunions FOMC depuis le mois de mai 2024. Cette analyse nous montre que dans un espace de temps de 20 jours avant la prochaine réunion FOMC, le Bitcoin a tendance à soit faire un plus haut significatif ou un plus bas significatif. Et généralement, après la réunion FOMC, on repart dans la tendance inverse que le Bitcoin avait connue avant cette réunion FOMC. Donc ici, on a la réunion FOMC, d'accord? Donc là, on a BTC qui fait son plus bas. On était donc sur un mouvement baissier. On a le BTC qui repart à la hausse. Ensuite, 14 jours avant la réunion FOMC, le BTC a fait un point haut. On était en train de monter. Après la réunion FOMC, il repart à la baisse. Prochaine réunion FOMC, on était dans une tendance baissière. Le BTC nous fait un plus bas 10 jours avant cette réunion FOMC. Ensuite, prochaine réunion FOMC, on était sur une tendance haussière. Et là, ça fait partie des exceptions. Le Bitcoin a continué à monter après cette réunion FOMC. Donc, quand on regarde toutes les réunions FOMC, donc ici, il y en a 16, on a eu 14 fois ce même pattern et on a eu seulement 2 fois, donc c'est les 2 barres verticales en orange où le Bitcoin a continué sur la tendance avant cette réunion FOMC. Donc ici on est sur une belle tendance baissière, on a connu un point bas un peu plus bas que les 80 000 $ et nous verrons donc si le BTC répète ce pattern, c'est-à-dire repart sur un mouvement haussier après cette réunion FOMC. Donc vous l'avez compris, sur du court terme, on est dans une incertitude et les marchés risqués n'aiment vraiment pas ça. Et donc aujourd'hui, quand on s'intéresse
au Bitcoin et à sa tendance haussière. Donc ici, on a le Bitcoin en unité de temps hebdomadaire et j'ai rajouté la moyenne mobile en exponentielle 50. Donc c'est le prix moyen du Bitcoin sur les 50 dernières semaines, c'est-à-dire sur la dernière année. Et on dit que le Bitcoin rentre en bear market, donc dans une tendance baissière prolongée, lorsqu'il perd pour de bon cette moyenne mobile 50. Donc ici, on voit bien qu'on est au-dessus, on est en bull market, d'accord? Et à partir du moment où on la perd pour de bon, on rentre en période de bear market. Donc ici, d'ailleurs, il y a eu un rebond et le BTC a été rejeté et a bien validé qu'il est rentré en période de bear market. Pour le moment, depuis que le Bitcoin en début d'année 2023 a récupéré sa moyenne mobile exponentielle 50, on voit qu'on est dans une tendance haussière clean. Donc tant que le Bitcoin ne casse pas cette moyenne mobile exponentielle 50, ce qu'on s'attend, c'est à une continuation haussière qui est propre à un bull market, c'est-à-dire des plus hauts qui sont toujours de plus en plus hauts, et donc au moins à un mouvement pour venir récupérer le dernier plus haut historique du Bitcoin. Donc voilà pour les informations que je voulais vous transmettre dans cette vidéo. On évolue effectivement dans une temporalité qui est très compliquée en tant qu'investisseur dans le marché des crypto-monnaies, mais sachez que ce n'est pas que le marché crypto qui est concerné, c'est également les autres marchés et notamment le marché des actions, étant donné que Donald Trump est bien déterminé à mettre à exécution son plan pour refinancer cette dette à moindre coût. J'espère que cette vidéo vous aura apporté la valeur que vous recherchez. Alors je ne vous dis peut-être pas à dimanche prochain, étant donné que j'attends un heureux événement. Je vais devenir papa pour la première fois et ma compagne est arrivée au terme de sa grossesse. Donc il y a une probabilité de 100% que d'ici la fin de semaine, j'accueille mon enfant dans ce monde. Alors je ne pense pas que j'aurai le temps de vous faire une vidéo pour le dimanche prochain. Peut-être dans la semaine prochaine, ce n'est pas sûr. Mais au pire des cas, je vous retrouve dans 2 semaines. Donc je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine et surtout, restez rich!